Décision qui aura pour conséquence de renforcer les relations bilatérales et de rapprocher les points de vue autour des questions bilatérales et régionales. Toutes ces activités reflètent la croissance du rôle régional de l'Égypte et par conséquent son rôle au niveau international. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Inter international M. Jean Messih, l'expert de renommée internationale dans le domaine politique et économique, mais aussi dans le domaine de relations internationales. M. Jean Messih, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Inter international. Et permettez-moi de vous poser cette question concernant votre remarque en ce qui concerne la politique étrangère adoptée par l'Égypte vis-à-vis non seulement de son contexte régional, arabe ou africain, mais aussi dans ce contexte international de plus en plus en turbulence. On trouve que durant les derniers jours, il y avait une sorte de promotion de relations avec deux différents pays et deux différentes entités internationales, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec l'Union européenne. Comment vous expliquez cette situation? Pourquoi, et quand même une sorte de rapprochement de plus en plus économique et politique avec les différents pays du monde arabe, notamment les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite? Comment vous expliquez cette situation? Écoutez, je pense que l'Égypte est une pierre angulaire très importante dans la stabilité régionale, et on aurait tort, si vous voulez, de regarder l'Égypte à travers la seule économie ou les seuls problèmes budgétaires et financiers. Je pense que l'Égypte est d'abord une des premières armées, c'est la première armée du monde arabe. L'Égypte est un verrou stratégique très important dont la stabilité finalement détermine la stabilité du monde arabe, à la fois dans la partie est de l'Égypte, c'est-à-dire tout le Maghreb, mais surtout tout le Maghreb dans la partie ouest, et la partie est évidemment tous les pays du Golfe. Vous avez des pays qui peuvent être très riches et qui ont une puissance de par la richesse financière qu'ils peuvent avoir, c'est notamment le cas des pays du Golfe, et vous avez des pays qui ne sont pas forcément très riches, mais qui ont une stabilité vis-à-vis de leur position stratégique, vis-à-vis de la force de leur pouvoir politique, de leur force militaire, de leur capacité de projection, et ça c'est l'Égypte. Et je pense que ce qui est en train de se mettre en place déjà depuis plusieurs années, mais en s'accélérant eu égard à l'instabilité de la région, qui est en train de se mettre en place, c'est une forme de complémentarité, je dirais, entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une mise en commun, une recherche de synergie entre les forces des uns et les forces des autres, parce que, évidemment, ça ne peut qu'accroître la stabilité régionale que lorsque des pays regardent leurs différences non pas comme des antagonismes, mais au contraire comme des complémentarités et des synergies. Et je pense que ça, c'est ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, le contexte y est pour beaucoup, hein. C'est-à-dire que ces complémentarités, ces synergies sont beaucoup plus importantes et deviennent beaucoup plus indispensables lorsque le contexte devient de plus en plus conflictuel, lorsque le contexte devient de plus en plus critique. Oui, mais monsieur Jean Messih, est-ce que nous pouvons dire, comme vous avez quand même souligné, oui, l'Égypte possède presque la première armée la plus grande et la plus puissante au sein de cette région proche-orientale. Mais l'Égypte a pu sauvegarder sa stabilité, sa sécurité, non seulement grâce à son armée, mais aussi grâce à cette vision adoptée sur le terrain, grâce à l'arme de développement. L'arme de développement contre le terrorisme, l'arme de développement contre l'intervention étrangère,
l'arme de développement contre la fragmentation ou contre les conflits. Non, c'est plutôt le développement régional, la situation de tout gagnant ou gagnant-gagnant. Mais en fait, vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites était très juste. C'est-à-dire que l'Égypte, de par sa capacité régionale, est un bouclier avec tout ce que ce mot peut signifier sur la scène à la fois nationale et internationale. Et à cet égard, la réélection du président Al-Sisi constitue pour moi une excellente nouvelle, à la fois pour l'Égypte et pour la stabilité dans la région. Et vous savez, l'économie procède du politique. Il ne peut pas y avoir d'économie prospère à long terme s'il n'y a pas de stabilité politique. Donc l'Égypte remplit la première condition, c'est-à-dire la stabilité politique, la continuation du pouvoir du président Al-Sisi, qui lui permet aussi de mettre en place des politiques de long terme, parce que vous savez, lorsque les pouvoirs changent très vite, ce qui a été mis en place n'a pas le temps d'aboutir, et lorsqu'un autre pouvoir arrive, il change ce que le pouvoir précédent a fait. Donc ça, pour les politiques de long terme, les politiques structurelles à long terme, c'est une excellente nouvelle, mais surtout la force de l'Égypte, à travers sa stabilité politique, c'est aussi de pouvoir parler à tout le monde. Aujourd'hui, qui négocie, qui est le trait d'union entre tous les conflits régionaux qu'il y a par exemple entre Israël, les Palestiniens, etc. L'Égypte parle à tout le monde. L'Égypte parle à Israël, l'Égypte parle au Hamas, l'Égypte parle aux pays du Golfe, l'Égypte parle aux États-Unis. Oui. Tous les pays ne parlent pas à tout le monde. Et évidemment, votre rôle dans la résolution d'une crise locale ou régionale est d'autant plus fort que vous avez une capacité de vous adresser à toutes les parties prenantes. Et c'est précisément le cas de l'Égypte. Oui. Monsieur Jean Mseha. Monsieur Oui. Jean Mseha. Oui, je vous écoute. Oui. Oui, l'Égypte parle à tout le monde. Oui, l'Égypte essaye d'imposer la paix, le développement, la coopération au lieu de conflits, au lieu de division. Mais est-ce que vous trouvez que le contexte international, plutôt l'ordre international, n'aide pas l'Égypte à arriver à réaliser ses buts? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt, il faut avoir une sorte d'un ordre national multipolaire et non pas unipolaire? Écoutez, je pense que le monde est de plus en plus multipolaire de fait. C'est-à-dire que si on fait un peu de perspective historique, rappelez-vous, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, le monde était bipolaire. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, le monde a évolué effectivement pendant peut-être une décennie dans ce qu'on a appelé la Pax Americana, c'est-à-dire un monde unipolaire qui tournait autour des États-Unis et qui avait ces théoriciens, ces philosophes comme Francis Fukuyama qui vous expliquait que c'était la fin de l'histoire et que la chute de l'Union soviétique allait se traduire par la conversion de la Terre entière au modèle américain, à une espèce de démocratie consumériste, libérale, etc. Et on voit bien que c'est une vision qui est totalement étriquée, d'ailleurs assez paradoxale, puisque aux États-Unis comme en Europe, les pouvoirs en place vantent la diversité au sein de leur pays, mais par contre, quand il s'agit de la diversité du monde, ils ne la comprennent pas. Alors que le normal,